Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Fidèles auditeurs de la RPA, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de ce jeudi 3 juin 2021, dont voici les grandes articulations. Arrestation ce mercredi matin d'un retraité de la police burundaise en commune Buganda de la province de Chibitoke par des individus qui seraient des agents de la police présidentielle. Les animateurs des conférences sur les crimes de 1972 sont en train de dérouter l'opinion. Dénonce Novan Inhunze, un des rescapés de ces crimes de 1972, vous allez l'entendre dans ce journal. Le budget accordé par l'État à l'institution de l'Ombudsman est disproportionnel au rendement que les Burundais attendaient de cette institution. Propos de Faustin Ndikumana, président de la parcelle. En page gouvernance, hausse en cascade de taxes en commune et province Gitega instaurée par l'administrateur de cette commune. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Onésime de Chimagize, les détails dans quelques secondes. En page sécurité, encore sans vie d'une femme a été découvert sur la colline Rugajo, commune Mugina, en province de Chibitoke, mardi dernier. Selon nos sources à Mugina, la victime a été violée avant d'être tuée. Le point avec Marie-Ange Ilakos. Sylvie Toubois est le nom de la femme dont le corps a été découvert dans un champ de la sous-colline Migezi, colline Rugajo, en commune Mugina, province Chibitoke, mardi dernier. Nos sources à Mugina indiquent que le cadavre était en état de décomposition et ne portait pas d'habit. Les mêmes informations indiquent que la victime aurait été violée avant d'être tuée par des personnes non encore identifiées. Sa famille précise que la victime était portée disparue depuis dimanche dernier et demande des enquêtes pour connaître ses bourreaux et les punir conformément à la loi. Julien Daihaya, administrateur de la commune Mugina, confirme ces informations et souligne que des enquêtes sont en cours. Dans cette même commune Mugina, le même mardi, un autre homme de 65 ans a été retrouvé mort, décapité sur la colline Nyamakarabo. Les auteurs de ce crime n'ont pas encore aussi été identifiés. Eh bien, merci Marie-Ange. Toujours au chapitre sécurité, arrestation aux allures d'enlèvement ce mercredi matin d'un retraité de la police burundaise habitant de la commune de Buganda en province de Chibitoke. La famille du concerné a essayé de chercher chez les administratifs pour tenter de le retrouver, mais il reste sans trace. Toutefois, l'on soupçonne la police présidentielle. Le point avec Aimable Nishim. Ernest Bagayoui Tonze est un officier de la police burundaise retraité depuis avril dernier. Ce sexagénaire est introuvable depuis la matinée de ce mercredi. Un groupe de gens l'ont enlevé de chez lui à la 3e transversale en zone Gasseni de la province Chibitoke. Selon certains de ses voisins qui ont assisté à la scène, les kidnappeurs étaient à bord d'un pick-up. Ces derniers ont même violenté sa femme enceinte. Ils n'ont même pas toqué. Ils sont directement entrés dans la maison car elle n'était pas fermée à clé. Et pour cause, un des enfants, parti très tôt puiser de l'eau, l'avait fermé derrière lui. Une fois à l'intérieur, ils ont forcé la porte qui mène dans la chambre à coucher. Ils l'ont eux-mêmes habillé car ils tentaient de leur résister. Ces ravisseurs ont ensuite tabassé sa femme enceinte. Elle en souffre encore. Même si cela s'est passé à l'intérieur de la maison, les voisins de la victime révèlent qu'ils ont entendu les ravisseurs lui rapprocher de n'avoir pas encore remis ses effets policiers. Jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. Nous savons seulement qu'on l'accuse d'être en possession des effets qu'il utilisait lorsqu'il était encore en fonction. Lui, il leur a signifié qu'il avait tout remis. On a pu intercepter leur discussion quand il le traînait vers le véhicule. Il a même crié pour demander de l'aide, mais en vain.
Selon des sources à Gasséni, la famille d'Ernest Bagayoui Tonze a sollicité de l'aide auprès de l'administrateur communal de Buganda et du gouverneur de cette province, mais tous les deux se seraient montrés indifférents. La rédaction de la RPA a tenté de joindre ces deux autorités. Le téléphone de Pamphile Hakizimana, administrateur de Buganda, était éteint. Quant à l'OPC 1, Karem Bizoza, gouverneur de Chibitoki, il s'est contenté d'écouter nos questions avant de décrocher sans avoir prononcé un seul mot. Toutefois, selon les informations en possession de la RPA, l'enlèvement d'Ernest Bagayoui Tonze aurait été mené par des agents de la police présidentielle dirigés par le nommé Alexis Daïkinguru qui est dit Moroka. Les mêmes sources font également savoir que ce dernier avait un complice surnommé Nika, un imbonelakure de la place qui aurait joué le rôle d'éclaireur. Mise en application ce jeudi des mesures dites de sécurité récemment prises par l'administration de Kirundo. Fixant les heures de fermeture de certaines activités, les habitants de la place s'insurgent déjà contre cette mesure et parlent d'ingérence et d'atteinte à leur liberté. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Ces mesures ont été arrêtées au cours d'une réunion de sécurité tenue ce mercredi au chef-lieu de la commune Kirundo et qui a vu la participation d'Albert Atungimana, gouverneur de la province Kirundo, et Viateur Kalimana, administrateur de la commune Kirundo. Entre autres décisions prises en vue de sauvegarder la sécurité, figurant la fermeture des parkings à partir de 18h, l'interdiction de circuler après 19h pour les motards, ainsi que la fermeture de tous les bistrots à partir de 21h. Les autres secteurs concernés sont celui de l'informel. En effet, selon nos sources, les vendeurs ambulants, surtout ceux des fruits, ont été sommés de vider les lieux. Il leur a été donné 48 heures pour écouler leurs stocks. Les habitants de Gitega qui se sont entretenus avec la RPA s'insurgent déjà contre ces mesures qu'ils jugent contraignantes, surtout qu'elles vont beaucoup impacter sur leurs revenus. L'un d'entre eux témoigne. Les décisions qui ont été prises de la réunion d'hier viennent compliquer la vie du citoyen lambda. D'habitude, le commerce commençait à midi pour se terminer à 20h, mais maintenant, on doit fermer à 18h. Par exemple, les vendeurs de fruits avaient l'habitude de vendre jusqu'à 21h, car ils profitaient des heures de pointe quand les fonctionnaires reviennent de leur travail. Donc, ça ne va pas du tout leur faciliter la vie. Normalement, ce genre de décisions sont prises dans des pays en guerre, alors qu'ils nous disent clairement que c'est le cas pour notre pays. Au cours de cette réunion, ces autorités ont également appelé la population à plus de collaboration avec l'administration, les forces de l'ordre et la justice. Un appel qui, au lieu de tranquilliser la population, n'a fait qu'accentuer leur peur, surtout qu'ils craignent que les Imbonelakure en profitent pour persécuter les opposants. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il a trouvé une courte pause. Nous poursuivons avec la page politique. RPA. Les animateurs des conférences sur les crimes de 1972 sont en train de dérouter l'opinion. Dénonce Novan Inhouze, un des rescapés de ces crimes de 1972, qui explique que ces conférenciers sont partiaux car ayant des blessures dues à ces crimes. Suivez plutôt Novan Inhouze, il est aussi auteur du livre sur les événements de 1972. La sévère, nous savons bien qu'elle est très nécessaire et les discussions sont très nécessaires, mais tout devrait se faire en suivant le programme que les négociateurs à Arusha avaient accepté, et des gens qui n'ont pas de préjudice envers une solution ou une autre, et en y incluant des étrangers surtout. Parce que beaucoup de Burundais ont souffert, soit ils ont eu leurs parents exécutés sans jugement ou massacrés par des rebelles. C'est pourquoi il faut du moins des gens neutres, et parce que nous, les Burundais, nous serons tentés par, sous l'influence de certaines de nos émotions. Je veux parler par exemple de Nibantungan qui est en train de mener ces conférences. Lui, il est parmi les Burundais qui ont perdu le plus. Il a perdu des parents, je pense. Il a perdu ses amis politiques. Il a perdu son président. Il a perdu sa femme. Même pour quelqu'un qui est très fort, des séquelles restent.
Et lui, il devrait venir comme témoin, pas comme juge, pas comme jury. Et il en est de même de beaucoup de ceux qui témoignent maintenant, et même de certains qui font des interventions. C'est pourquoi je pense que même si la sévère est nécessaire, elle ne doit pas se faire de cette manière. En plus de ça, nous voyons que le président Ntibantunganya, il vient enseigner comme s'il était l'expert historien sur le Burundi. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des experts burundais étrangers qui auraient pu nous aider. Ntibantunganya est un témoin. Il ne peut pas être juge, il ne peut pas être jury. Et bien qu'il ait lu les livres qu'il cite, je pense qu'il les interprète autant que nous. Et en plus de ça, il me semble qu'il tire les phrases qui arrangent son narratif, mais il laisse de côté toutes les autres descriptions que les auteurs font. Il y a aussi beaucoup de mensonges. Par exemple, nous avons entendu l'ambassadeur Hermès qui dit qu'il n'y a pas eu de rébellion. Malheureusement pour lui, il a écrit un livre. Et dans le livre, il décrit la rébellion, il décrit même les auteurs de la rébellion. Tout ça crée un malaise, ou plutôt un sentiment que toutes ces conférences n'ont pas comme goal la recherche de la vérité. Il y aura toujours un scepticisme, il n'y aura jamais de vérité qui sera acceptée. Ntibantunganya qui a été dans deux gouvernements, Ndayicariye qui a été dans l'un des gouvernements, ne peut pas participer dans ces activités. Pour Nova Ninhunze, les Burundais ont besoin de connaître la vérité sur tous les crimes qui ont endeuillé le Burundi, en commençant par ceux d'avant 72. Encore une fois, Nova Ninhunze. Vous savez, par exemple, maintenant, les gens ont commencé par 72. Ndayicariye dit que c'est parce que les gens sont en train de mourir, ils vieillissent, donc il faut avoir des témoignages maintenant. Mais on a complètement oublié la source, ou tout au moins l'événement où il y a eu beaucoup de morts, Tutsi et Hutu, qui ont été emportés par nos divisions dites ethniques Muramza en 1965. Donc, si on escamote cela, ça va laisser un vide, et le vide sera comblé par soit l'ignorance, soit la peur, soit la colère. Et de cette façon-là, on n'arrivera jamais à avoir un pays paisible. Le livre de Nova Ninhunze est intitulé Burundi 1972, massacre des Tutsis dans le Sud. Parlons gouvernance à présent. Le budget accordé par l'État à l'institution de l'Ombudsman est disproportionné au rendement que les Burundais attendaient de cette institution. Réaction du président de la PARSEM, Faustin Ndikumana, demande aux dirigeants de cette institution de se ressaisir et de travailler pour une amélioration réelle dans les domaines du respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance dans le pays, car l'institution bénéficie régulièrement des moyens suffisants. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Normalement, l'institution d'Ombudsman est une institution très importante en matière de renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les actes de violation des droits de l'homme, surtout commis par les fonctionnaires de l'État, les hauts cadres du gouvernement, même de la justice. Donc, pour un pays qui a été miné depuis longtemps par des actions de violation des droits de l'homme, de corruption, de crimes économiques, d'injustice sociale, et vraiment, l'institution d'Ombudsman était une institution très utile, comme l'avait réclamé au moment de la négociation de l'accord d'Arusha. D'ailleurs, dans les pays où cette institution travaille correctement, avec tous les moyens nécessaires, avec l'engagement politique au plus haut sommet, le rendement de cette institution vraiment est très efficace. Si on voit les relations de la bonne gouvernance dans des pays scandinaves, même en Afrique du Sud, comment les yeux de l'Ombudsman peuvent investir dans la clarification des actes de corruption qui ont été faits par les autorités au plus haut sommet, en l'occurrence le président de la République. Mais au Burundi, si on analyse vraiment le rendement de l'Ombudsman et le budget accordé à cette institution, il y a une disproportionnalité parce que les Burundais n'ont pas vu les résultats et le rendement qu'ils attendaient pour les ombudsman, vu la mission que cette institution qui lui est assignée à travers la Constitution de la République du Burundi. Plus de 200 millions de francs burundais est le budget qui avait été alloué à l'institution de l'Ombudsman au cours de l'année budgétaire 2019-2020. Un budget jugé exorbitant par certains députés. Toujours au chapitre gouvernance, certains députés ne comprennent pas pourquoi il y a toujours plus de 600 millions de francs burundais prévus pour l'entretien de l'avion présidentiel. Pour ces députés, cet avion ne sert à rien. Émile Nibasumba. C'était également le cas dans l'année budgétaire que nous achevons. Le projet de loi portant fixation du nouveau budget prévoit plus de 675 millions de francs pour l'entretien
de l'avion du gouvernement. Le député Agathon Gwassa soulève des inquiétudes. Nous posons souvent cette question, mais la réponse est toujours floue. C'est lié à la rubrique relative à l'entretien de l'avion présidentiel. Si c'est cet avion-là qu'on entretient avec plus de $300 000 par an, il vaut mieux acheter un autre avion neuf à $1 200 000. Même cloué au sol, un avion doit être entretenu, répond le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à quelqu'un comment on appelle l'avion qui déplace le président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, tout avion à bord duquel se trouve le président des États-Unis s'appelle Air Force One, peu importe l'origine de ce qui est inscrit sur l'avion. Pour notre avion, s'il est entretenu, c'est bien, mais ça peut aussi se compliquer et l'on décide de louer à notre avion. Et quand vous dites que $300 000 c'est trop, je n'ai jamais possédé un avion et je ne l'envisage pas. Mais je vois beaucoup d'avions qui sont aujourd'hui cloués au sol parce que leurs propriétaires ne sont plus capables de payer le stationnement et les contrôles. Qu'ils soient cloués au sol ou pas, il y a des contrôles obligatoires pour un avion. Lors de l'adoption de ce projet de loi sur le budget général de l'État, il y a plus de 2 semaines, certains députés ont également signalé des zones d'ombre dans l'exploitation minière. Eh bien, merci à toi, Émile Nibasumba. Hausse en cascade de taxes en commune et province Gitega. Après les denrées alimentaires, c'est au tour de l'assainissement. Toutes ces taxes ont été instaurées par l'administrateur de la commune Gitega. Côté population, elle s'insurge contre cette incessante surtaxation qu'elle juge exorbitante compte tenu de leur niveau de vie. Le point avec Elvis Mungeri. Ça fait presque un mois que l'administrateur de la commune Gitega, Jacques Louiman, a sorti les listes de nouvelles taxes d'assainissement, des taxes fixées par catégorie socio-économique. Si les listes qui ont été affichées par l'administrateur en début du mois de mai figurent 77 catégories. Chaque ménage des quartiers bas standing payait mensuellement une taxe de 2 000 francs et celui de haut standing 4 000 francs par mois. Parmi les 77 catégories, on trouve celles des boutiques, des magasins et différentes maisons commerciales. Le constat est que la taxe la moins élevée est celle de 2 000 francs, tandis que la plus élevée est de 250 000 francs, une taxe fixée pour la catégorie des ateliers de la menuiserie et à plus de 5 travailleurs. Les habitants de la ville de Gitega sont inquiétés par le coût de la vie qui devient de plus en plus cher dans cette ville suite à cette hausse des taxes collectées dans différents secteurs. Nous, les habitants de Gitega, avons tellement peur. Nous sommes indignés par l'augmentation des taxes en cascade. Les taxes sur les denrées alimentaires ont été rehaussées et voilà aujourd'hui, c'est le tour des taxes d'assainissement. C'est vraiment inexplicable. Nous nous posons la question du pourquoi ils demandent de l'argent à la population qui est pauvre. Nous avons déjà des problèmes de survie et d'accès aux soins médicaux. Ces habitants demandent avec insistance au gouvernement de stopper cette mesure et d'éviter surtout de vouloir combler le vide causé par la suspension des partenariats avec la communauté internationale par de la quantité tirée des populations déjà appauvries. Ils se sont moqués de la communauté internationale, disant que le Burundi se suffit en tout. Et voilà qu'ils se retournent vers nous pour nous demander de l'argent. Ils veulent que c'est nous qui payons les fonds que les bailleurs versaient dans les caisses de l'État. Nous sommes vraiment fatigués. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre l'administrateur de la commune Gitega, Jacques Ndouiman. Son téléphone sonnait, mais personne n'a décroché. Eh bien, merci à toi aussi, Elvis Mungeri, courte pause. On continue avec la page 3 de l'homme. RPA. Hamenyimana Alexis, un habitant de la commune Burambi en province de Rumongue, qui avait été arrêté dans l'après-midi de mardi par des agents de la documentation dans la ville de Rumongue et détenu actuellement à la brigade de Rumongue. Il a été arrêté sur son chemin de retour de la prison de Moulembre où il s'était rendu témoigner en faveur de 3 présumés auteurs de l'assassinat d'Andimone Kouré, nommé Bayoubahe, un assassinat survenu l'an dernier. Jusqu'à ce mercredi, sa famille ignorait le lieu de détention d'Alexis Hamenyimana. Selon les informations données par nos sources,
Ceux qui sont allés le rendre visite n'ont pas eu la permission de s'entretenir avec lui. Ils ont juste pu laisser la nourriture et lui destiner aux policiers de garde. Jusqu'à présent, Hamenyimana Alexis n'a pas encore été signifié les charges qui pèsent sur lui. La culture burundaise est l'une des causes qui favorisait autrefois les violences basées sur le genre, dont les femmes en sont majoritairement victimes. Cela a été dit ce mardi lors des activités organisées par le Festival de cinéma au Burundi, FETICAB. Balthazar Habonimana, l'un des panélistes, indique néanmoins que la situation a petit à petit changé car la femme est actuellement intégrée dans différentes institutions. Dans la société traditionnelle du Burundi, on sait qu'il y a des femmes qui étaient maltraitées, d'autres qui étaient battues pour des raisons diverses. Il y avait différentes causes. Il y a d'abord des études qui ont été faites donc là-dessus. Je sais par exemple qu'à l'ONIFAM, il y a une étude qui a été faite sur la masculinité positive dans notre pays. Il y a une étude qui a été réalisée par des professeurs de la chaire UNESCO en 2010 et qui ont, dans une période de crise, qui ont monté l'état des lieux de violence qui existait donc encore à l'époque. Oui, effectivement, pour montrer par exemple la supériorité, je pourrais même parler de la suprématie, et donc du garçon dans la famille, et on disait qu'il était le pied de l'enclos. Et quant à la fille, on disait que c'était Akarago Kabarai, c'est-à-dire une simple natte des passants. Mais à côté de cela, il y avait également des proverbes. C'est-à-dire que la poule ne chante pas en présence du coq. En d'autres termes, la fille n'avait pas droit à la parole, et donc en public et en présence des hommes. Ou bien on disait carrément, la jambe du mugore, il n'y a pas de parole consistante de la part d'une femme. Il n'y a pas disons, de vérité digne de son nom en provenance d'une femme. Voilà, tout cela c'était des formes d'expression, donc pour inférioriser la femme, pour marquer le niveau de considération qu'elle avait au niveau de la société. Mais Dieu merci, cette mentalité est en train de changer progressivement à cause de l'influence des écoles, mais aussi à cause de l'influence des associations qui s'occupent de la question du genre et surtout de la promotion des femmes et des filles. Le FESTICAB a organisé ses activités pour contribuer à son tour dans la lutte contre ces violences faites aux femmes. Ces activités étaient appuyées financièrement par l'ONIFAM. La pénurie des produits Brahoudi refait surface dans différentes localités de la mairie de Bujumbura. Certains habitants de la capitale économique qui se sont entretenus avec la RPA, que ce soit la population ou les vendeurs de boissons, cette pénurie engendre soit la hausse des prix, soit l'abandon de la vente de ces produits. Plus de détails avec Elodie Diveremesh. Les boissons de la Brahoudi se raréfient de plus en plus à mairie de Bujumbura. Les consommateurs comme les vendeurs de ces boissons ont tous du mal à en trouver. Dans certains dépôts, le peu de boissons disponibles est vendu en petite quantité ou à des prix élevés. Un montant variant entre 1000 et 2000 fambou est ajouté au prix officiel du casier et sur tous les produits. La RPA peut s'entretenir avec certains habitants de différentes localités. Un d'entre eux, habitant au nord de la capitale, en zone de Kinama, indique que les boissons manquent au point que des gens passent du temps en attente devant les dépôts qui en possèdent. Il illustre ses propos avec ce qu'il a vu la nuit de ce mercredi. Certains bistrots ont actuellement fermé les portes. Ici à Kinama, il y a un camion plein qui est venu à un dépôt SSD situé à l'endroit appelé Dorsal, mais les gens jusqu'à 1h du matin attendaient d'être servis. C'est vraiment compliqué. Même situation dans le sud de la capitale. Dans cette partie, les commerçants indiquent qu'ils commencent à être démotivés. Ils expliquent qu'ils ne peuvent même pas augmenter le prix afin de compenser les dépenses enregistrées à la recherche de ces boissons, car celui qui est attrapé est sanctionné par le paiement des amendes. Il y a un commerçant qui dernièrement a été attrapé en flagrant délit en train de vendre l'Amstel à 2200 francs et a été contraint de payer des amendes. Cela fait que même si un commerçant prenait tout son temps pour chercher les boissons, il ne peut pas hausser les prix car s'il est attrapé, on lui fait payer des amendes. Le centre-ville, autrefois considéré comme un endroit où les produits Brahoudi ne manquaient pas, connaît aussi cette pénurie.
Nulle part, on ne peut pas trouver de la bière. Il n'y en a pas ni dans le quartier, ni ici en ville. C'est un problème. La population demande des explications quant à cette pénurie des produits Brahoudi. Avec la récente hausse des tarifs par la Brahoudi, les clients espéraient pouvoir trouver ces produits sans aucune difficulté. Nous avons tenté de joindre Rémi Daishimiye, le chargé de la communication au sein de la Brahoudi, mais sans succès. Toujours à Gitega, certains quartiers du chef-lieu de cette province viennent de passer près d'une semaine sans être approvisionnés en eau potable. N'étant pris à mesure d'acheter l'eau propre par bidon car exorbitante, la population fait de plus en plus recours à l'eau des rivières. Les habitants de cette nouvelle capitale politique du pays demandent aux personnes habilitées de trouver solution à ce problème avant qu'ils ne soient victimes de maladies liées au manque d'hygiène. Le point avec Eroge Kwizera. Les quartiers de la ville de Gitega, les plus affectés par ce manque d'eau potable sont Magarama, Yoba, Bwoga, Musinzira, Chatanya, Lango, Nyabututsi, Karera 1 et Karera 2. Selon les habitants de ces quartiers, et la fois où ils sont approvisionnés en eau potable, ils ne s'en rendent même pas compte car cela se passe les heures avancées de la nuit. Selon les mêmes sources, les prix nantis achètent l'eau par bidon, ce qui ne leur est pas souvent facile vu qu'ils doivent au moins débrousser entre 1000 et 2000 francs burundais par jour à réseau de 200 ou 300 francs par bidon de 20 litres. Et pour suivre nos sources, comme cela n'est pas à la portée de tout le monde, les habitants de la place se rabattent à l'eau des rivières, une eau qui, en plus d'être sale, est située à 2 km au plus de l'habitation. Inquiets pour leur santé, les habitants de la ville de Gitega demandent à la régie des eaux de trouver une solution durable à ce problème de plus en plus récurrent pour leur éviter d'attraper des maladies des mers sales. Au sein de la régie des eaux, ils reconnaissent les faits, mais il faut savoir que cela est consécutif à l'extension de cette ville, d'où la demande à dépasser l'eau. Dans notre série de reportages sur l'insalubrité dans les marchés, aujourd'hui nous vous parlerons du marché dit de Ruvumera, situé en zone Buyenzi de la commune Mukaza. Des immondices et une odeur nauséabonde vous accueillent à l'entrée comme à la sortie, vu que même les alentours du dit marché sont jonchés d'immondices. Reportage signé Francine Mahoro. Cette insalubrité se remarque surtout à l'endroit réservé aux vendeurs de fruits et denrées alimentaires. Des immondices sont aussi visibles tout près des échoppes de ferraille et brésiers. Juste à côté de ce marché se situe le lycée du lac Tanganyika. Et tout le long du mur du lycée se trouvent des buvettes et restaurants d'une saleté repoussante. Tout citoyen qui se restaure à cet endroit nous décrit la situation. Les écorces de fruits, les résidus d'huile de palme, les restes de nourriture, tout est jeté à même la rue. Si tu ne prends pas garde, tu peux même tomber et te blesser. Et sans parler de l'odeur nauséabonde qui s'y dégage vu que la nuit venue, les poissons puissent et font leurs grands baisers dans ces ordures. Bref, on doit se couvrir le nez et la bouche pour passer à cet endroit. Ce qui plaît au marché de Ruvumera demande aux administratifs et aux chargés de l'hygiène de se ressaisir et s'attirer à la propreté de ce marché avant que ses occupants ne soient victimes de maladies liées au manque d'hygiène. Nous demandons que les responsables administratifs et ceux chargés de l'hygiène fassent un effort pour rendre propre son marché et ses environs, car on craint d'attraper des maladies des métals dans les glandes intestinaux. Tellement l'insalubrité qui prévaut ici est notoire. Vous saurez que même le canal d'évacuation des eaux usées du dit marché est bouché depuis un certain temps, ce qui ne fait qu'incommoder davantage les vendeurs, les passants et les élèves du lycée du lac Tanganyika. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Renovas Ndaihebula, administrateur de la commune Mukaza, mais son téléphone était éteint. Quant à Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Eh bien, merci à toi aussi, Francine Mahoro. Tu visites ce mardi des ambassadeurs de certains pays accrédités en Tanzanie dans les différents camps de réfugiés de ce pays. Les réfugiés ont eu l'occasion de leur annoncer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les détails avec Eric Nyonzima.
Cette visite de ces ambassadeurs dans 5 cas des réfugiés était dirigée par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et celui de l'Union européenne. Ils étaient accompagnés par les ambassadeurs de l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Notre source au camp de Douta, là où cette visite a débuté ce mardi, fait savoir des représentants des réfugiés ont eu l'occasion de les partager sans aucune crainte tous leurs problèmes. Ils ont commencé par le problème de l'insécurité à l'intérieur comme à l'extérieur du camp. Lors de cette réunion, ceux qui ont représenté les autres réfugiés ont évoqué la question de la sécurité. Ils sont revenus sur l'enlèvement de certains réfugiés le jour comme la nuit. Ils leur ont parlé aussi des cas de déportation de quelques réfugiés qui sont actuellement incarcérés au Burundi. Ces représentants de réfugiés leur ont aussi fait savoir des tortures que subissent les réfugiés emprisonnés en Tanzanie et des viols dont sont victimes les femmes et filles lorsqu'ils vont chercher du bois de chauffage. Ces réfugiés ont également partagé à ces représentants des pays leurs privations du droit d'accès aux soins de santé et les rations alimentaires insuffisantes. Ils ont également dit qu'il y a carence de médicaments et les réfugiés ne bénéficient plus de soins de santé. La conséquence est qu'il y a plusieurs cas de décès. À propos de la ration, les réfugiés leur ont annoncé que la quantité donnée est insuffisante car elle a été sensiblement diminuée. Cela pousse certaines filles et femmes à la prostitution pour qu'elles aient de quoi manger. Les réfugiés n'ont pas oublié de signaler les problèmes liés à l'éducation de leurs enfants en présence de différentes autorités tanzaniennes et des organisations des Nations Unies en charge des réfugiés. Le représentant de l'Union européenne en Tanzanie a fait savoir aux réfugiés que leurs problèmes ont été entendus. Ce mercredi, la même délégation d'ambassadeurs accrédités en Tanzanie a visité le camp de Nyarugusu. Au cours de ces visites, ces ambassadeurs annoncent aux réfugiés le thème destiné aux réfugiés cette année 2021, un thème qui stipule que les souffrances dans ces réfugiés affectent tous les autres. Eh bien, merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, pour nous avoir prêté oreille attentive. C'est parce que nous mettons un point final à ce journal. Merci aussi à mes collègues qui ont collecté et traité différentes nouvelles que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.